I think the moderator is buying time to fill the room. Real putting me on the spot. No, I think it's important that we know that the narrative for a country like Niger at the moment is a negative one outside of Niger. But inside Niger, there is a very strong positive narrative that this is a country of people who want to change their circumstances, of young people who want their country to be better and are investing themselves to do so by themselves and together. The African Development University was brought to my attention quite by chance as I was talking about a vision that we have in UNDP to green the Great Green Wall and to green the Sahel. We talked about, I was telling this person about the dream that we have of 10 by 10 by 10 by 10. 10 countries, 10 years, 10 million youth, 10 billion trees along the Great Green Wall, which runs from Senegal across the Sahel to Djibouti. And they said to me, have you heard about the African Development University in Niger? The students there have a similar dream. And it's a school that promotes leadership in young people. You should check them out. And I said, well, I'm actually going back to Niger. I'll check them out. So my office here very kindly organized an interaction this morning, which was an absolute delight to meet these young people. Prior to that, yesterday, I met 10 of the students here. They are actually volunteering their time here to support this conference. And they said to me, you're going to our school tomorrow, you will not see us because we're here. Can we have a meeting with you before? So I had a taste of ADU. 10 young girls, totally driven to change the world, not just change Niger, but to change the world, to unleash their talent, to learn as much as they can, to absorb. They all have dreams, they all have hopes, they believe in themselves, such great confidence. It was refreshing to watch. And at the school today, I told the school as soon as I walked in, my opening words were that that school is teaching the students beyond what we learn in classrooms, how to care for each other, how to respect women. The girls here told me how the boys in their school have actually set up a gentleman's club to reverse some of the disrespectful practices that boys and men have towards women. And they say in this school, we feel like queens because of the way also the boys treat us. They've learned to respect us and to give us space. And some of those girls are here today. Can you come up front? I wish that one of them could come up here and just say something to you, because they really inspired me. I think here we are seeing the incubation of the new generation of leaders. They're young, between the ages of 18 and 22. ADU just started 2 years ago. The president of this country has given land to this school. Started with one Nigerian young man with a partner from the US who had a dream. And 2 years later, emerges a university that is training these kids to become lawyers, accountants, medical doctors, and whatnot. They are an absolute representation of hope for Africa. And it is here in the Sahel. It is here in Niger
And that center of excellence coming out of a country that's usually not counted amongst the top. The top is being created in a country that's seen as being at the bottom. And this is really significant for all of us as we go through the last session of this meeting, because at the end of the day, it's going to be about these girls and their male counterparts at ADU. Is there any one of you that would have the courage to come up here and say something to this audience? The youngest one, come. So, hello everyone. My name is Godolf Mokone Diarra. I'm an undergraduate student at African Development University. It's a really big pleasure for us to be in front of you and to serve you. And thank you very much for coming here in Niger, and hope that everything is going well for you. Thank you. Tell them where you see yourself. What do you want to become? So I want to become a lawyer, because for me, injustice is one of the big issues around the world and even in Niger. And I would like, as a lawyer, not only in Niger to help my community to become better, because when we talk about injustice, sometimes we just think about injustice in a judiciary way, but there is injustice in education. In all the system around the world, we have injustice. And I would like to become a lawyer that will help Niger, that will help Africa, and why not to help the world to become better. Each one of these girls has a story, and the boys too. There at the university this morning, we met two boys who did a presentation for us. The first one has figured out how to use waste to produce electricity and therefore improve the situation in rural areas for students like himself who only can study during the day because they have no electricity at night to study. This is a big initiative that he has launched, and he's not even 22 yet. And another one has figured out how to reduce the price of goods for consumers by connecting consumers, bringing them together and having a negotiation platform so that if you're buying rice at $100, when he brings 100 people who want to buy rice, the price goes down to $60, something like that. And it has become a business. He's now an entrepreneur. These kids will change the world. And where are they studying? A small building donated by a Nigerian for 3 years. The co-founder has donated the house he was building for his family to be part of the campus. The president has given land for them to dream and build a new campus. They don't have any money to do that. And we have a responsibility to really take the story of this university to the world and bring help so that that dream, that vision they have of this becoming the center of excellence for the whole of the Sahel comes true. So this is really an amazing story that I discovered, and I want to begin to sell this story everywhere. So thank you to the girls from ADU. So you'll agree with me, it was a great idea to put her on the spot, because there's no way she's going to go back to New York without sharing that great story, which is uplifting, a story of hope. And the second edition of the Governor's Forum is all about hope. It's also about showcasing, it's about celebrating, and I think we just celebrated this young woman. In case you have any legal problem, please hold on to that lady when she becomes a lawyer. She will be my lawyer because she's extremely confident and articulate, and that's what we need to see in Africa. So moving on to our next session. We've got 2 sessions to go, and before we have the closing ceremony, je vais passer en français pour inviter le prochain modérateur, si vous permettez. Just put your headset.
Alors, on va passer à une session qui va parler des efforts de stabilisation et des mécanismes régionaux qu'il faut mettre en place pour pouvoir encourager la collaboration entre les différents acteurs. Et c'est pour moi un immense plaisir d'inviter Son Excellence Issoufou Katambe, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Niger, qui va diriger nos travaux avec d'éminents panélistes. Monsieur le ministre m'a garanti qu'on va gérer très bien le temps pour nous permettre de pouvoir passer à la deuxième session, avant d'arriver à la cérémonie de clôture. Monsieur le ministre, Excellence, je vous demande de l'applaudir, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, pour l'honneur que vous me faites en me désignant pour diriger ce panel. Je pense que c'est un des panels les plus importants. Comme diront les mathématiciens, c'est le dénominateur commun de tout ce que vous avez fait, de tout ce que nous avons entendu, de toutes les interventions que nous avons entendues depuis le début. Le dénominateur commun, c'est la coopération. S'il n'y a pas de coopération, on ne peut pas venir à bout de la crise sécuritaire qui prévaut dans le lac Tchad. C'est pour ça que ce panel-là est extrêmement important. Et ce matin, quand vous avez suivi l'intervention de la Première Dame, elle a soulevé deux éléments importants. Et quand on analyse à fond, ces deux éléments qu'elle a soulevés ont un dénominateur commun, c'est la coopération. Tant qu'il n'y aura pas de coopération entre les parties prenantes, on ne peut pas régler ce problème. Elle a commencé par vous donner l'exemple des réfugiés et des déplacés. Elle vous a dit ce matin que quand elle les a rencontrés, à l'unanimité, ces populations-là ont dit « c'est bien qu'on vienne nous aider, mais il est mieux que nous soyons chez nous ». Mais pour que ces populations-là retournent chez elles, pour qu'elles soient réinstallées chez elles, ça demande beaucoup d'argent. Donc ça demande des financements. Et pour cela, il faudra bien qu'on ait des liens avec des partenaires qui puissent nous permettre de résoudre ce problème-là. Ensuite, le deuxième problème qu'elle a évoqué, et là encore c'est plus important que le premier, elle a dit que la résolution de ce problème passe par le développement. Elle disait que si aujourd'hui on reverdissait le lac Tchad, la zone du lac Tchad, il n'y aura plus de Boko Haram. Je crois que je l'ai dit hier et elle l'a répété aujourd'hui parce que, comme moi, elle a été sur le terrain, elle a écouté donc les intéressés. Et là aussi, qui parle de développement, parle de coopération. Aucun pays à lui seul ne peut se développer. C'est ensemble, avec les autres, qu'on peut se développer. Donc, par conséquent, comme je viens de le dire, le dénominateur commun de tout ça, là, c'est la coopération. Et c'est pour ça que le panel auquel nous allons assister tout à l'heure est extrêmement important. Et j'ai la chance d'avoir des spécialistes de ces questions-là. Moi, je ne suis pas un spécialiste des questions de coopération. Je suis spécialiste peut-être des problèmes d'eau. Et comme je l'ai dit hier, de mathématiques, c'est ça mon domaine de prédilection. Mais la coopération, je pense qu'il y a des gens plus qualifiés que moi tout à l'heure qui vont donc nous donner leur expérience par rapport à ce problème. Et sur moi, je fais de la théorie anglaise la mienne pour qu'on gagne du temps. C'est les Anglais qui disent
time is money. Donc, on ne va pas perdre du temps, on va aller à l'essentiel. Donc, pour ce panel, je voudrais donc inviter les panélistes suivants. Vous avez la liste là, M. Ibrahim? Alors, il y a M. Grant, c'est ça, 7, député gouverneur de Adamawa du Nigeria. Il y a la représentante de Mohamed Ibn Chambas. Et il y a Sanchu Touinto. Il y a l'ambassadeur Angèle Loussada et le colonel Noureddin Aziz. Donc, voilà les panélistes. Nous vous invitons donc à prendre vos places. Et... Voilà. Alors, la particularité de ce panel-là, c'est que, après avoir donné la parole à l'assistance pour se poser ces questions, je vais demander à chacun des panélistes de nous faire une recommandation forte. Et à l'issue de ces recommandations fortes, si nous les rassemblons, nous aurons 5 ou 6 recommandations fortes. Ce sera là notre contribution au communiqué final qui va sortir donc de cette rencontre-là. Donc, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir accepté de venir nous éclairer par rapport donc au sujet qui est à l'ordre du jour, à savoir le problème donc de collaboration et les mécanismes régionaux. Et comme vous le savez, les mécanismes régionaux, ils existent et ils sont nombreux. Au début, on parlait donc des pays du Sahel, on parlait des pays donc du G5, on parlait d'un certain nombre de choses. Mais au fur et à mesure que nous avançons, ça s'agrandit. Le cercle donc des partenaires au niveau régional s'agrandit. Parce que vous avez vu des pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais pensé qu'elle allait connaître ce qu'elle a connu à Grand Bassam. Le Bénin, qui est là à côté de nous, n'a jamais pensé qu'il allait connaître la situation qu'il a connue il y a quelques mois. Et la situation, cette crise-là est en train de se généraliser dans la sous-région. Et c'est pour ça que vous avez constaté, chaque fois qu'il y a une réunion des chefs d'État, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, le problème de la crise sécuritaire qui prévaut dans le lac Tchad et dans les autres pays, elle est toujours à l'ordre du jour. La preuve, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ou 4 jours, il y a moins d'une semaine, quand il y a eu la réunion de l'UEMOA à Abidjan, en dehors de l'ordre du jour de la réunion, les chefs d'État ont décidé qu'il y aura donc le 14 septembre une réunion à Ouagadougou pour discuter de la question sécuritaire. Et d'ailleurs, compte tenu de l'importance, il y a même 2 pays qui ne font pas partie donc de l'UEMOA qui vont être associés à cette réunion-là compte tenu de leur importance. Ensuite, il y a eu la réunion de la CEDEAO et là aussi, la CEDEAO, chaque fois qu'elle se réunit, on revient sur le problème, le problème sécuritaire. Et ici, je me réjouis de 2 choses qui vont nous permettre d'avancer dans le cadre de la coopération et des mécanismes régionaux de crise, de résolution de la crise. Ces 2 événements importants sont les suivants. Et vous savez que le Niger a été élu comme membre non permanent de l'Organisation des Nations Unies.
Ça, c'est extrêmement important parce que vous savez le rôle que le président de la République du Niger, son Excellence Issou Mamadou, joue dans la résolution de la crise sécuritaire qui prévaut dans notre zone. Et l'autre élément important, le même président, son Excellence Mamadou Issou, président de la République du Niger, chef de l'État, est maintenant président de la CEDEAO. Donc, à ce titre-là, je pense que les propositions que nous allons faire, les recommandations que nous allons faire à l'endroit de ces deux organisations, elles vont être prises en compte parce que le responsable se trouve ici au Niger. Donc nous n'allons pas tarder, nous allons donc donner la parole et là nous allons donner 5 minutes à chacun des intervenants pour nous dire en gros quelle est sa perception de cette question de coopération et de mécanismes régionaux de règlement de la crise. Je vais commencer par son Excellence. Donnez-moi la liste là. Je parle, voilà. Parce que la liste a été modifiée. Donc, bon, voilà. Vous vous présentez, parce que la liste a été modifiée plusieurs fois. Ouais. Good afternoon, ladies and gentlemen, Your Excellencies. I'll start by saying, just as the moderator has mentioned in the preamble, that cooperation is about the only way if we are to face the security challenge in the Sahel region. As it stands today, the silo approach to the challenge of security in the region is apparently or clearly ineffective because of barriers in terms of borders, barriers in terms of cultural difference, which, if we are to succeed in technically defeating the terrorists, we must be able to have a coordinated approach to all the actions that are being taken, be the military, even though MNJTF is already there. Now, at stabilization state, we have to look at the economic, political, and social strata of this problem. Now, if we don't, what I'm looking at is for an effective and holistic win in this, we have to move across borders. So the issue of territorial protectionism has to, as a matter of urgency, be set aside for now. Somebody mentioned this in the earlier sessions. The need for the governors in these regions to synergize on their efforts, plans, and strategies is of utmost necessity if we are to make a headway in doing away with the security challenge that we face. In this regard, we also need to look at the aspect of transitional justice, because economic activities will cut across borders. And you are going to deal with individuals
that one way or another are part and parcel of the insecurity. And so for the purpose of holistic integration of the activities, you need to have a good justice mechanism to deal with those who are part and parcel of the issues for a prosperous economic development in the region. There also has to be adequate funding. No matter how good plans and strategies are, if you don't have adequate funding to prosecute them, you virtually haven't started. So in this wise, cooperation is necessary to provide a platform where contributions can come in either from within or without the region. At the moment, I'll stop here. Avant donc de passer au suivant, je pense qu'à travers cette intervention, on peut retenir un certain nombre de points. Tout à l'heure, vous avez parlé des barrières culturelles. À ce que je sache, entre le Niger et le Nigeria, il n'y a pas de barrière culturelle. Nous avons tous les mêmes parents. Et donc le problème, peut-être au niveau des autres États, le problème se pose, mais entre le Niger et le Nigeria, donc, en ce qui concerne l'approche coordonnée, effectivement, même hier, je crois que le commandant de la force multinationale mixte en a parlé. Donc, c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait une approche coordonnée entre militaires et civils. Et comme vous l'avez dit, je pense que c'est extrêmement important de mettre quelquefois les frontières de côté. Et ça, c'est déjà en vigueur. Je pense qu'entre le Niger et le Mali, le problème ne se pose pas. Entre le Niger et le Nigeria, le problème ne se pose pas. Il y a des interventions qui dépassent le cadre des frontières. Et je pense qu'il faut peut-être l'encourager au niveau des autres pays où ça n'existe pas. Vous avez parlé des problèmes de justice, c'est extrêmement important la justice. Et surtout, à la fin, vous avez parlé donc des financements. Il faut qu'on trouve des financements appropriés parce que s'il n'y a pas de financement, quels que soient les projets que nous allons élaborer dans le cadre donc, du développement, ils seront vains parce qu'on n'aura pas les financements pour pouvoir les réaliser. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de cette communication. Merci, monsieur le modérateur. Merci à tous d'être ici pour cette session juste après déjeuner, effectivement. J'avais dit tout à l'heure, j'avais dit hier, que nous sommes face à une crise régionale. Donc, la solution à cette crise régionale ne peut être que régionale elle-même. Donc, encore, et je ne suis pas mathématicien, mais c'est une suite logique. Donc, si c'est une crise régionale, nous avons besoin d'une coopération. Et pour moi, maintenant, l'élément essentiel, le dernier point de cette équation, c'est la coordination. Je crois que la coordination est l'élément fondamental pour qu'il y ait une vraie et unique coopération. Alors, je vais très brièvement toucher 3 points, si j'ai le temps. Le premier, c'est, on l'a fait tout au long, mais je vais essayer de faire un résumé de la situation sécuritaire aujourd'hui. Le deuxième point, quels sont les instruments ou les éléments de cette coopération? Et en troisième lieu, comme troisième point, comment peut-on atteindre la coordination? Alors, la situation sécuritaire est relativement connue, je ne m'attarderai pas, mais il est important de la rappeler. Nous avons connu au début le problème dans le bassin du lac Tchad, avec l'apparition de Boko Haram qui a déstabilisé la situation. Ensuite, nous avons eu la crise au Mali qui est descendue du nord, où il y a un processus de paix, dont d'ailleurs je suis le médiateur au nom de l'Union européenne dans ce processus de paix, qui est descendu du Mali au centre du Mali et qui maintenant se trouve pratiquement englobant
le Burkina, avec en danger qu'elle s'expande ou qu'elle aille dans les pays du Golfe de Guinée. Donc nous avons une crise qui s'étend comme un cancer, qui s'étend vers le sud. Et nous avons le problème également qui se crée un nouvel arc, je dirais, d'insécurité, qui irait justement depuis l'Afrique occidentale, depuis le côté ouest de l'Afrique occidentale jusqu'au Tchad. Nous avons ce problème que ceci se crée. Donc pour lutter contre cela, nous avons besoin d'une vraie et authentique coordination. Je sais, j'ai dit d'une façon très simple, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Nous avons une menace maintenant qui atteint des niveaux très élevés, des niveaux même intracommunautaires, qui est très très grave. Donc nous avons besoin de cette action bien coordonnée, de coopération entre tous les acteurs fondamentaux dans cette crise. Voilà quel est le premier point pour bien situer la situation, le premier point que je voulais faire. Le deuxième élément, c'est quels sont les acteurs qui doivent agir pour cette coopération. Alors, le principal acteur, c'est sans doute les États eux-mêmes. Les États eux-mêmes. Et la première, vous m'avez demandé, monsieur le modérateur, Excellence, Monsieur le ministre, vous m'avez demandé un message fort. Le premier message fort que je me permets de lancer, c'est qu'il y a un besoin de renforcer les capacités intérieures de coordination au sein même des États. Nous voyons souvent que le ministère de l'Intérieur ne se parle pas avec le ministère de la Défense, ne se communique pas facilement avec le ministère de la Défense, avec le ministère des Affaires étrangères. Donc il y a une difficile coordination entre eux. Il faut renforcer au niveau des États membres, au niveau de tous les États, et ceci est bon également pour les États occidentaux, hein. Je ne parle pas seulement des États africains, mais il faut renforcer cette coopération, cette coordination à l'intérieur des États. Et pour cela, il faut renforcer les capacités ministérielles, renforcer les capacités des experts, renforcer les capacités en général. Voilà quel est le premier acteur. Le deuxième acteur, ou les deuxièmes grands acteurs dans ce grand exercice de coopération pour une bonne coordination, ce sont bien sûr les organisations internationales. Alors, nous avons plusieurs organisations internationales. La première, indiscutablement, les Nations Unies, avec toutes les différentes agences, et je parlerai spécialement du PNUD dans ce cas-là, pour l'action qu'elle fait, par exemple, pour aujourd'hui, comme nous avons écouté avec grand plaisir l'assistante secrétaire générale pour le PNUD. Nous avons les Nations Unies, nous avons également l'Union européenne. Je crois que l'Union européenne s'est énormément investie dans ce processus. Je me permets de rappeler que l'Union européenne a été la première, en l'année 2011, à établir une stratégie pour le Sahel, et ceci avant les événements du Mali, ce qui démontre l'intérêt que l'Union européenne a toujours démontré pour ceci. Et l'Union européenne agit en concomitance avec les Nations unies à plusieurs effets. Par exemple, dans le cadre aujourd'hui de l'appui au G5, aux forces du G5, et la résolution 2480 du 1er juillet qui vient d'être approuvée, nous avons un accord technique tripartite entre G5, MINUSMA, Nations Unies, et Union européenne pour fournir à la force conjointe du G5 les facilités dont elle a besoin. Alors, nous avons l'Union européenne qui joue sur ces deux axes, l'axe sécuritaire et l'axe développement, puisque c'est l'essence même de la stratégie de l'Union européenne qui se base sur pas de développement sans sécurité, pas de sécurité sans développement. Nous avons également maintenant des nouveaux acteurs. Nous avons, je ne peux pas citer nouvel acteur, la Commission du bassin du lac Tchad, puisqu'elle est ancienne, mais aujourd'hui, elle a un rôle très spécial avec la MMF, avec la force multinationale mixte, une force très spéciale aujourd'hui, qui a besoin également de se coordonner. Nous avons également, dans ce même contexte, bien sûr, le G5. Et là, oui, c'est une nouvelle organisation. Le G5 qui se fonde également sur ces deux grands principes de sécurité et de développement. Et aujourd'hui, le G5 peut jouer un rôle très important. Mais le G5, je le sais, fait face à un problème de coordination interne et externe. Donc nous sommes de nouveau avec le même problème, le problème du besoin de renforcer les capacités intérieures. Nous avons bien sûr l'Union africaine, et je ne veux pas oublier d'autres organisations qui jouent un rôle important. Ça, ce sont les organisations internationales. Les troisième acteurs, c'est, et on l'a vu tout à l'heure, la société civile.
Elle joue un rôle fondamental. Et pour cela, de nouveau, bonne coordination au sein même des États. Les États doivent leur donner le rôle qu'elles méritent. Et je crois que ceci a été bien démontré aujourd'hui dans les conversations qu'on a eues ce matin. Et dernier acteur également, les parlementaires. Oui, les parlementaires peuvent et doivent jouer un rôle important. À part ça, nous avons bien sûr des forces sur le terrain pour assurer la sécurité, comme la force de Barkhane ou la force de MMF. Voilà quels sont les acteurs. Troisième point que je voulais toucher, si je le tends, c'est comment faire jouer le tout et comment donner une cohérence à tout cela. Le grand problème aujourd'hui, c'est que, par exemple, pour le Sahel, nous avons plus de 17 stratégies pour le Sahel. C'est énorme. Ce n'est pas un problème pour moi qu'il y ait 17 stratégies. Ça démontre que le Sahel est important dans l'agenda international. Mais 17 stratégies, il faut bien les coordonner. Alors nous avons des instruments de coordination qui ne fonctionnent peut-être pas aussi bien que ce que l'on voudrait. Et par exemple, nous avons la plateforme ministérielle des stratégies du Sahel qui se réunit une fois par an et que le Niger va présider justement prochainement. Nous avons également cette coordination, cette coopération qu'il existe entre les différents acteurs que j'ai dit, par exemple entre les Nations Unies, l'Union européenne et le G5. Et nous avons ce besoin également de mettre et de faire intervenir la société civile et la société parlementaire. Voilà quelle est cette situation aussi complexe qui ne nous donne pas, je le reconnais, beaucoup de facilité. Alors il faut, pour simplifier les choses, je le répète, donner un renforcement très fort de toutes les capacités intérieures, formation, échange et bonne organisation ministérielle. C'est en fin de compte, on en revient au problème habituel, c'est également le problème de la gouvernance qui est en jeu également. Et je finirai, Monsieur le Président, si vous le permettez, par deux grands principes qui, je crois, doivent toujours être appliqués dans ce processus et dans cette vision. Ce sont deux processus à laquelle l'Union européenne attache une grande importance. C'est la question de l'appropriation et la question de l'urgence. La question de l'appropriation, elle est essentielle. Si tout ce processus sécuritaire, ce montage sécuritaire que nous avons aujourd'hui au Sahel et au bassin du lac Tchad, si tout ceci n'est pas fait avec l'appropriation, nous n'allons nulle part. Et c'est pour cela, et maintenant je me permets de me diriger à vous, Excellences, Messieurs les gouverneurs, que ce forum de gouverneurs est si important que cela. Vous êtes essentiels, parce que pour résoudre la crise aujourd'hui, il faut qu'elle soit faite par ceux qui sont sur le terrain. Et c'est vous qui connaissez la situation, c'est vous qui pouvez approprier. Je crois qu'il a été très enrichissant pour nous tous, vous écouter, et surtout savoir que vous vous parlez à partir de maintenant. Parce que sans cette coordination, cette coopération entre vous, sans ce forum que je vous félicite vraiment, puisque c'est la bonne voie, sans ce forum, nous allons contre un mur. Et vous êtes là, sans aucun doute, pour briser et pour casser ce mur, pour avoir cette appropriation, pour essayer justement de voir les problèmes ensemble et que la population sente qu'elle est appuyée par la communauté internationale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je voulais souligner, c'est également l'urgence. Il y a urgence parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation sécuritaire se dégrade à une vitesse énorme. Et si nous n'agissons pas aujourd'hui et immédiatement, et tous ensemble, et pour cela j'aime toujours citer un vieux proverbe sahélien, que la caravane avance toujours au rythme du chameau le plus lent. Oui, nous devons aller tous ensemble et vite pour essayer de lutter contre ce fléau terrible qu'est l'insécurité, le manque de développement. Et tout ça dans un esprit de coopération se fondant sur une forte coordination. Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc passer la parole à Elisabeth Sanseri, qui représente Ibn Chambas. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, Messieurs les gouverneurs et Monsieur le secrétaire exécutif de la CBLT. Je voulais vous remercier pour avoir mené de main de maître le débat sur la coopération jusqu'à présent. C'est une tâche assez ingrate dans la mesure où, évidemment, la coopération, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, mais on continue de dire que l'opération n'est pas optimum dans ce qu'il faudrait appuyer, ce qu'il faudrait faire la différence
en particulier les domaines qui sont contenus dans la stratégie de stabilisation. Alors moi, je voudrais féliciter d'abord les progrès qui ont été faits depuis le premier forum des gouverneurs de Maïdougouri, où j'ai eu la chance d'assister. Je pense que c'est la bonne voie. Je pense que les gens ont compris que de toute façon, la solution ne se passera pas uniquement au niveau des chefs d'État. Il faut la volonté politique et il faut le leadership. Il est là et on doit le saluer. C'est ça la première leçon. La deuxième leçon, c'est que pour descendre au niveau du terrain, ça prend encore du temps. Et on est juste dans l'ébauche des mécanismes qui vont permettre de concrétiser les engagements qui sont pris. Et je pense que les gens doivent comprendre aussi que c'est un processus qui va prendre du temps. Peut-être que c'est très ambitieux de dire que dans 2 ans, on aura des résultats tels qu'ils sont explicités dans les documents qui ont circulé depuis 2 jours. Ceux qui sont les acteurs du changement sur le terrain savent aussi que la situation varie d'un jour à l'autre. Il y a des aléas, il y a des améliorations un jour, et puis 2 semaines après, vous pouvez voir de nouveau un recul. Donc il faut garder espoir. Je pense que c'est un des thèmes qui est revenu hier et aujourd'hui. Mais aussi au niveau du réalisme, je pense qu'on a besoin de faire passer ce message au niveau des populations. Les gens sont engagés pour faire un changement. Les moyens sont là. On a eu des engagements des donateurs hier. Les bons signaux pour la coopération sont réunis, la volonté politique dont je parlais. Mais ça va prendre du temps. Alors, pour ce qui est de la coopération régionale, on a vu beaucoup de progrès en fait, de ces dernières années. Sous l'égide de la CBLT, donc depuis 1964, vous avez vraiment évolué dans un domaine maintenant qui est militaire, la FMM. Nous avons nous-mêmes contribué depuis 2014 avec un soutien technique et puis une collaboration de nos observateurs militaires. Et je pense que sur le terrain, on arrive à maintenant une collaboration beaucoup plus effective entre les armées qui contribuent à la réponse. Pour ce qui est de la contribution des services de sécurité, ils ont été depuis le début en fait mis à contribution, mais on voit que les aspects techniques, je dirais, restent encore à améliorer. Ça ressort des discussions que nous avons. Donc ça serait peut-être un point à souligner à la fin du forum, c'est-à-dire que la collaboration dont on avait parlé hier au niveau technique, que ce soit justice, force de sécurité, doit faire l'objet d'un suivi au sein de la FMM, sous la CBLT et en partie avec la RSS. Les aspects justice en particulier, pour harmoniser tout ce qui est la réponse judiciaire. Pour terminer rapidement sur un point que je pense qu'il n'a pas encore été soulevé, c'est le besoin de concrétiser également les engagements au niveau des accords commerciaux. On en parlait ce matin, justement le représentant de l'Institut Dangote. Je pense que les gouverneurs ont un rôle à jouer pour réamorcer le dynamisme économique dans les zones. Ça aussi, où est le leadership sur cette question? Est-ce qu'on attend un ministère? Est-ce qu'on attend plutôt une initiative locale? Moi, je pense qu'il faut avancer avec des choses que vous connaissez beaucoup mieux que nous. Vous aviez un intervenant ce matin sur les questions, la Chambre de commerce du Niger. Les échanges de bétail dans la région sont malheureusement fortement impactés. Au Tchad, on nous avait soulevé le problème direct sur le PIB. Je crois que le Tchad a perdu 30% de son PIB depuis le début de la crise, enfin en tout cas le sommet des attaques il y a 4 ans. Tout ça, c'est très concret, c'est des choses qui ont un impact réel sur la population. Donc ça serait la dernière suggestion que j'ai à faire, que ce soit inscrite dans les recommandations du forum, qu'au moins les aspects de commerce transfrontalier soient portés au niveau des gouverneurs avec des décisions concrètes. Pourquoi pas réouvrir des corridors dont on a parlé et puis mettre en route la machine. Après, elle va suivre toute seule. Vous avez des commerçants qui sont intéressés. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Tenant en compte la nature bilingue de cet événement, et comme j'ai parlé français hier, avec votre permission, je vais parler en anglais aujourd'hui. So, I'm here to represent
a United Nations political office, the UN Regional Office for Central Africa. And as a political office, it's political in its nature, meaning that most of its work centers around the good office's mandate of the special representative that heads the office and preventive diplomacy. Now, amongst the issues that fall under the scope of the mandate of this office is obviously the fight against terrorism and preventing violence, and Boko Haram is specifically mentioned. The particular thing is that 2 of the 4 countries fall under Central Africa, and the other 2 fall under the office that my colleague here is representing, West Africa, Chad and Cameroon in Central Africa, Niger and Nigeria in West Africa. So the 2 heads of these offices work hand in hand in many issues, but especially on this one, which is really the example of how the 2 offices are working together. It's in this context that they, for example, visit the 4 countries affected by Boko Haram, not only the capitals, but the zones themselves. And they were privileged actually to be joined by the EU Special Envoy for the Sahel and for the Lake Chad Basin, who is here today. The findings of these visits, I think, have been amply discussed over the past 2 days. The need to address root causes, bottom-up approaches, local ownership, the need to support national authorities in their efforts to strengthen state presence in these places in order to have viable options to those proposed by Boko Haram. And then, of course, these visits allow these SRSGs not only to get hands-on knowledge of the situation in these countries, but also when they brief the Security Council twice a year, they have the added credibility of having been on the ground themselves and seen for themselves how the situation is. I scribbled down some of the recommendations that SRSG Fall, the SRSG for Central Africa, made the last time he was in the Security Council, which was 1 month ago. And you'll see how pertinent this is to this forum here. He called on the Security Council not to lose track of the gains made by the collective efforts to implement the regional strategy. He called for further support to the multinational joint task force. He recalled the serious humanitarian situation and the growing number of refugees and displaced persons. He reiterated the importance of sustainable development in parallel to the efforts to address the security situation, including through the implementation of the strategy that is discussed here. He stressed that the 4 countries concerned should work together with similar levels of engagement and in close cooperation. He mentioned the importance to implicate all actors at national and local levels, including women and youth. And finally, he made a direct reference to this forum, saying it is a crucial platform to promote local ownership, local participation, and local governance. Another coordination mechanism that our office is implicated in is UNSAC. UNSAC is the United Nations Standing Advisory Committee for Security Issues in Central Africa, a very long name, of which this is basically the 11 foreign ministers of the Central African countries getting together twice a year to discuss security-related issues, and Boko Haram is very much at the center of discussions. Of course, Chad and Cameroon are members, and the Lake Chad Basin Commission is also participates, as does the multinational joint task force. Each session then comes out with a specific theme that is discussed. This group meets twice a year, and the previous had to do with farmer-herder problems and transhumance. The one before that, in December last year, was dedicated to
efforts to reduce the traffic of small caliber and light weapons in line with the African Union Silencing the Guns initiative. And so these are all things that are relevant to this forum as well. So without wanting to take much time, I would leave it at that at this stage. And I guess to stay in line with yesterday's attendance and also what the ambassador was saying, I would also start with a wise I would also end with a wise saying on cooperation. I can't identify its nationality. Go alone if you want to go fast. Go in group if you want to go far. Thank you. Thank you very much, Mr. Moderator. I represent SRSG Anatete from the United Nations Office to the African Union in Addis Ababa. I would like to contextualize my intervention within the context of the strategic partnership between the African Union and the United Nations. Much has been said about the need for coordination in addressing this type of conflict. We need to understand that the partnership, the strategic partnership between the United Nations and the African Union evolve within this kind of context in realization of the fact that the crisis situation in Africa are too complex for one organization to handle. Therefore, the need for both the African Union and the United Nations to come together, to partner in order to deal with the crisis on the continent. And the fact that the relation that regional organizations are closer to the conflict, they are they should be the first responder. So looking at that whole arrangement, that gave birth to the partnership, on peace and security, and again followed by data and development, because much has been said about the nexus between peace and security and development that you cannot separate the two. So building on this, one of the key issues that I would like to dwell on is the fact that as the African Union begins to look at how it coordinates with the region, like we saw during the last, on the margins of the last extraordinary summit, where the African Union is trying to, to see how it will better engage with the regional economic communities. I think it is important also for the regional mechanism to take, like the Lake Chad Basin Commission, to take advantage of this kind of opportunity, to strengthen its partnership with the United Nations and the African Union, again, in the area of joint analysis, joint information sharing, and combining resources to deal with the numerous peace and security challenges in this part of the world. I know some are ongoing, but to reemphasize the fact that this needs to be strengthened. And again, when we talk of coordination, we cannot be talking of coordination without developing the partnership with the appropriate framework. And this is why most of the time we talk of coordination, meanwhile coordination is not happening. One of the reasons is that we don't come up with the enabling framework to guide the way we coordinate. I think this is very important. And that is the reason why the United Nations and the African Union signed the joint framework on peace and security, which outlines exactly how the framework, the coordination and collaboration will operate based on certain key principles of respect, division of labor, and complementarity. So for us to engage in this business of coordination, we need to develop the appropriate framework and modalities that will guide the way we operate. I know some are ongoing between the LCBC and the African Union, especially in the area of resource mobilization,
logistic support, and so on and so forth. But all this needs to be strengthened. Again, I would like to look at the issue of the LCBC, in the area of enhancing its political cooperation among its member states. This has been said earlier, but again, to re-echo the fact that there's need to strengthen that collaboration between the LCBC member states, including strengthening national capacity to support national government to develop harmonized national coordination mechanisms and systems, including through this specific governors forum. The other one, which my other two colleagues have spoken to, is the need to leverage the coordination between the RECs, like ECOWAS and ECAS in this regard, to see how we can bring that, to help in pushing forward the implementation of the regional stabilization strategy. On our part, sometimes we get this request from bilateral partners who come to us in Addis Ababa that they want to engage with African member states, but they don't know what to do. They don't know which area to focus on. So with regular consultation with the regions and the RECs, we'll be able to bring this and identify the peculiar needs of the RECs and RMs. We'll be able to put forward options for these bilateral partners who want to engage with the RECs. Currently, we started engagement with ECOWAS, we've been to SADC, we've been to the East African community. Again, is to share information and to know the challenges they have, where do they feel we can provide support. So having an understanding of the needs of the regions, then when such opportunities arise, then we can put this forward to the partners. On the area of security and human rights, like other speakers have said, there's no how we can move forward with the stabilization without having an enabling environment to do this. And this can only be provided by the Multinational Joint Task Force. So how do we help the Multinational Joint Task Force to enhance its capacity to be able to do this? And more importantly, the issue that was raised yesterday about the whole issue of civil-military cooperation is very critical here in order to prevent a relapse. Lastly, I want to speak to the fact, again, on the issue of cooperation, that where the multinational task force operates today is not operating in a vacuum. It's operating within a defined area of operational responsibility. However, there are its own areas of interest, which is that is the Greater Sahel, where the G5 is operating. So there's need for both the Multinational Joint Task Force and the G5 Sahel to collaborate, to share information, to do joint analysis, especially with the issue of proliferation of small arms in the region and the movement of the terrorists, both from the Greater Sahel into the Boko Haram region, how they share information, they do joint training, and so on and so forth. I think it is very important. So I think I will stop here. Thank you. Merci beaucoup. Donc, vous venez d'entendre le point de vue des différentes organisations par rapport au problème de la coopération et des mécanismes régionaux dans le cadre donc de la résolution de la crise sécuritaire. Je pense qu'on va peut-être prendre 3 interventions et après nous allons faire donc la synthèse. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir? Il y a 2 et 3. Donc, madame, vous avez la parole. Oui, merci. Et je remercie tous les participants, et les organisateurs et les partenaires techniques et financiers qui ont permis la tenue de ce forum. Donc, je m'appelle Madame Youssoufou Barakadella, je suis députée nationale. Et j'ai tenu à prendre la parole pour vous expliquer l'initiative de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée, le Parlement aussi doit amener sa contribution dans la mise en œuvre de la stratégie.
Donc, d'ores et déjà, l'Assemblée nationale du Niger a eu à instaurer des initiatives. Et en plus de sa mission, l'Assemblée nationale se propose de s'impliquer dans la recherche de la paix, la stabilité et le bien-être des populations, dont elle incarne la représentation. Dans cette dynamique, toutes les commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale ont été instruites à entreprendre des missions parlementaires à l'intérieur du pays. Et l'objectif de ces missions, c'est d'informer, sensibiliser les populations et en vue de contribuer à la restauration de la paix et la sécurité dans notre pays. Et nous avons aussi les parlements internationaux, il y a l'IPI, le panafricain, etc. Nous avons aussi au niveau de l'Assemblée nationale les groupes d'amitié, les réseaux parlementaires de développement. Donc toutes ces initiatives contribuent à l'amélioration des conditions de vie de la population. Aussi au niveau du Parlement, des réunions du Parlement de la CBLT, nous allons continuer à réfléchir sur la synergie de ces arts d'initiative en vue d'apporter notre contribution dans la mise en œuvre de la stratégie régionale. Je vous remercie. Qui est derrière? Je sais que vous allez être très bref. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, I would like to intervene in English as usual. For the past 48 hours, we have been talking about this situation, security situation, and all these things that follow. It seems that we have been talking of these things, but we have forgotten two elements. We are talking of human being, a man. And man needs two foods for himself, two foods. But what I've seen is we have been talking about only one food. We have the spiritual food, and we have the food we eat in our bellies. But for the first 48 hours, we've been talking about the food we eat in our bellies. Human being without spiritual food is nothing. He can eat food, get strong, and commit some things, violence and whatever. Once he doesn't have this spiritual food, then that's a big problem to the society. There's a time one of the participants has said, when they convoked the Boko Haram elements somewhere, one of them was not able to recite 7 verses of Surah Al-Fatiha. That means he is missing spiritual food. So what is to be done is, let's work very hard on spirituality. Once man has this aspect of spiritual very well, then he has to be intellectually fine, he is mentally stable, and spiritually well. That will stop him from committing all these suicidal things, because he has to be accountable in front of his society, but most of all for himself. So I think our ulamas, our religious leaders, our traditional leaders know what I'm talking about, because all of us, 54, 55, 60 years back, in this society, every man has the capability of correcting the other one's son. But nowadays, this thing is missing. So if we go back to our traditional way of bringing children, we have to teach them moral lessons, and now this will stop them from committing all these suicidal things. So to cut it short, what I want is, let us work on spirituality and see if we can find a solution to this issue. Thank you very much. On prend la dernière intervention, monsieur le modérateur, devant. Merci.
Merci. Excellences, Monsieur le ministre, Excellences, Messieurs les gouverneurs du bassin du lac Tchad, chers participants, permettez-moi de remercier les organisateurs de cet important forum. Je remercie la CBLT qui nous a invités. Et je remercie Monsieur le gouverneur de la région de Difa qui a une grande capacité d'écoute. Et je voudrais parler succinctement du rôle que les universités du bassin du lac Tchad ont joué dans la stabilisation. Excellences, Monsieur le ministre, ces universités ont développé depuis l'insurrection de la secte Boko Haram une collaboration très active à l'échelle du bassin du lac Tchad, notamment l'université de Maroua, professeur Issa Seibou, l'université de N'Djamena, une collaboration avec professeur Kodi Mohamed, Awad Hussein et professeur Ali Agar, Modibo et Adama University of Technology Yola avec professeur Kiari Mohamed, et Yobe State University avec professeur Babagana Abba Gambo, qui est le doyen de la faculté des sciences agronomiques. Et cette contribution, c'est surtout par rapport à des analyses prospectives. Ce matin, Monsieur le gouverneur de la région de Difa a souligné la contribution de l'université de Difa à travers 3 colloques d'envergure internationale, mais aussi des renforcements des capacités, la formation des acteurs. Hier, le gouverneur avait souligné la formation professionnelle des jeunes. L'université de Difa a initié un incubateur qui comporte jusqu'à 7 fermes. Et elle fait la promotion de cet incubateur auprès des partenaires. Et l'université a eu effectivement la chance de rencontrer le PNUD qui a développé ça au profit de 12 000 réfugiés. Notre souhait, Excellence, Monsieur le ministre, c'est que cette collaboration soit formalisée sous forme de régions, de réseaux de travail, de collaboration entre ces universités, ce qui permet d'apporter de la valeur ajoutée aux efforts engagés par les différentes universités. Et c'est de dire aussi aux Excellences, Messieurs les gouverneurs, que les universités du bassin du lac Tchad constituent des outils de travail qui sont à votre disposition. C'est nos États respectifs qui ont développé ces universités. L'université de Difa a été créée pour répondre aux problèmes écologiques, parce que cette université a pour thématique écologie et environnement. Merci. Et j'aimerais quand même souligner, pendant le forum préparatoire, Monsieur le directeur technique des programmes, Monsieur Mana, avait parlé aussi d'un conseil scientifique que les universitaires du bassin du lac Tchad, en tout cas, souhaitent vivement. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci. Donc, je pense que nous allons faire la synthèse de tout ce qui vient d'être dit par rapport à ce problème donc, de coopération et de mécanismes régionaux. La première remarque, à travers les interventions, toutes les interventions ont fait ressortir que la crise sécuritaire qui prévaut dans le bassin du lac Tchad, c'est une crise régionale. Par conséquent, il faut qu'il y ait une coopération au niveau régional pour pouvoir venir à bout donc, de ce phénomène-là. Et surtout que le domaine de la crise est connu. Par conséquent, le problème donc, pour les dispositions à prendre sont connus. On sait donc, comme on connaît le domaine dans lequel ça évolue, on peut prendre les dispositions donc, pour y faire face. Ensuite, on connaît aussi les acteurs qui interviennent dans cette crise-là. Ils sont au nombre de 4. Il s'agit donc des États eux-mêmes, il s'agit des organisations internationales, il s'agit de la société civile et il s'agit aussi des parlementaires. Tout un chacun a un rôle bien défini, bien déterminé à jouer dans le cadre donc de la résolution de cette crise. Après, nous avons parlé du renforcement de toutes les capacités
interne et externe. Ça, c'est extrêmement important parce que s'il n'y a pas de... j'ai parlé tout à l'heure de coordination, mais la coordination ne peut être efficace qu'en renforçant donc, les capacités internes et externes. Et ces capacités internes et externes existent. Après, nous avons surtout parlé du forum, de l'importance de ce forum-là, qu'il faut continuer à perpétuer parce que, compte tenu de l'apport qu'il est en train d'apporter, des apports visibles et des apports concrets qui permettent à long terme de résoudre cette crise-là. Surtout que, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas penser que c'est une question qui va être résolue tout de suite. Ça peut prendre, la résolution de cette question peut prendre du temps. Par conséquent, il faut prendre les dispositions qu'il faut pour pouvoir donc aller jusqu'au bout de cette crise-là. Et pour cela, il faut mettre les moyens qu'il faut à la disposition des intervenants. Hier, je pense que le commandant de la force multinationale mixte a parlé de problèmes de financement. C'est sûr que sur le plan international, c'est vrai que les partenaires extérieurs nous aident beaucoup dans le cadre de la résolution de cette crise, mais très souvent, quand vous écoutez les commentaires, on dit toujours qu'il y a des promesses, mais très souvent, ces promesses-là n'arrivent pas. Et par conséquent, nous ne pouvons pas faire face aux problèmes de logistique, aux problèmes d'infrastructure que posent les forces de défense et de sécurité qui interviennent dans ces zones-là. Par conséquent, il faudra qu'au niveau des partenaires, au niveau des États, quand nous prenons des engagements par rapport au financement, il faut que nous respections les engagements que nous prenons pour pouvoir donc aider nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le champ de bataille. Ensuite, on a parlé de la coopération. Comme je parle des forces de défense et de sécurité, il faut souligner donc la collaboration effective qui existe entre les forces de défense et de sécurité. Quelquefois, nous avons eu la chance de voir des images à la télé où vous voyez les forces de défense et de sécurité des différents pays qui se retrouvent ensemble en frères d'armes. Et ça fait plaisir de voir toutes ces forces de défense et de sécurité qui ont été proposées par les différents gouverneurs. Nous sommes revenus beaucoup sur ce problème de commerce et des propositions concrètes ont été faites pour trouver donc des solutions à ça. Nous avons parlé aussi du rôle que joue le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Et tout à l'heure, on nous a parlé il y a 4 pays. Et il se trouve qu'il y a 2 pays qui sont en Afrique de l'Ouest et 2 pays en Afrique centrale. Et ce qui est formidable, c'est que les responsables au niveau de ces 2 blocs se retrouvent régulièrement, resserrent les liens avec les organisations donc, économiques pour la mise en œuvre de la stratégie qui a été mise en place pour résoudre les questions qui viennent donc d'avoir lieu. Je vous remercie. Merci énormément, Monsieur le ministre, pour cette excellente modération. Encore une fois, un applaudissement au ministre. Merci à nos électeurs. Thank you. You're free to go. And that actually brings us to the end of our conversation.